Bonjour, aujourd'hui nous recevons Zineb El Razoui, journaliste militante pour la liberté d'expression et l'universalisme à la française. Alors Zineb, c'est quoi votre combat? Mon combat en France est celui de militer pour un modèle universaliste à la française, c'est-à-dire un modèle qui s'oppose au communautarisme anglo-saxon que l'on voit percer de plus en plus dans la société. Militer pour préserver la laïcité, c'est-à-dire le principe juridique qui veille à la séparation des églises et de l'État, pour la liberté d'expression qui est de plus en plus bafouée. Voilà, pour la liberté dans son acception la plus large. C'est d'ailleurs le combat que je mène non seulement en France, mais dans le monde, puisqu'il y a une universalité des luttes et des combats et des idéaux. Vous avez plusieurs fatwas contre vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, je suis ciblée par plusieurs fatwas. La première fatwa qui m'a ciblée, c'était en 2009. C'était une fatwa tout à fait officielle de l'État marocain, du Conseil de la Ligue Mohammedia des oulémas du Maroc, qui est une ligue étatique, dont d'ailleurs le chef suprême depuis la réforme constitutionnelle de 2011 est le roi Mohamed VI en personne. C'était à la suite d'un pique-nique que j'avais co-organisé avec des amis militants laïcs marocains en plein ramadan pour protester contre un article du code pénal marocain qui punit de prison toute personne qui mange publiquement pendant le ramadan. Et donc à l'époque, le fait d'avoir tenté de manger des sandwichs dans l'espace public pendant le ramadan avait été considéré par les oulémas marocains officiels comme un acte, je cite, un acte odieux, défiant les enseignements d'Allah et du prophète et qui mériterait un châtiment exemplaire. Cette fatwa a été lue au journal de 20h au Maroc et m'identifiait moi comme étant la chef de file de ce mouvement hérétique. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là, puisque quelques années par la suite, lorsque j'ai rejoint le journal Charlie Hebdo, évidemment, là, on était plus dans le viseur de la nébuleuse islamiste internationale ou téléguidée depuis l'étranger. Et quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, j'ai commencé par faire l'objet de menaces, d'insultes, de contenus haineux sur le web. Il y a eu une vidéo YouTube qui disait que l'islam était une religion de paix et d'amour, mais que l'islam était très clair sur le cas de ceux qui insultent, entre guillemets, le prophète. Je n'ai jamais insulté le prophète qui est mort depuis 15 siècles, mais que je l'ai critiqué. Donc, mais que, voilà, l'islam est une religion de paix et d'amour, mais toute personne qui insulte le prophète doit mourir, ce qui est considéré aussi comme un truc de paix et d'amour. Et donc, la vidéo me disait que j'allais mourir bientôt, sans spécifier quand. Ensuite, il y a eu la vague la plus violente, je dirais, celle qui a fait que mon protocole de protection policière, puisque j'étais déjà sous protection policière après les attentats du 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo, et par la suite ce protocole a été augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai été ciblée par une campagne de menaces sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. C'était 2 hashtags en langue arabe. Le premier hashtag disait « Obligation de tuer Zineb El Razoui pour venger le prophète ». Le deuxième hashtag disait « Localiser Zineb El Razoui pour la tuer ». Ils ont été partagés plus de 7500 fois sur la toile, avec divers contenus, avec donc du contenu théologique en langue arabe, des fatwas qui expliquent pourquoi il est aujourd'hui devenu un devoir pour chaque musulman de me tuer. Quelles sont les façons de me tuer? Donc si vous n'avez pas une balle ou une bombe pour me tuer, isolez-moi, broyez-moi la tête avec des grosses pierres, coupez-moi la gorge ou au moins brûlez-moi ou brûlez ma maison. Et voilà, avec tout ce type de contenu. Donc voilà un peu mon parcours avec les fatwas. Est-ce que c'est l'islam politique qui est un peu la cause de tout ça? Je ne sais pas ce que c'est que l'islam politique, parce que l'islam est politique par essence.
la finalité de l'islam, finalement, au-delà des considérations spirituelles qui, elles, peuvent émaner des individus, des considérations eschatologiques de chacun, l'islam, en tant que religion, en tant que révélation au prophète Mahomet, a d'emblée été un projet d'État, de construction d'un État. Donc en fait, l'islam est politique par essence. Le bon musulman, ce n'est pas quelqu'un qui va être doté d'une spiritualité hors norme. Ce n'est pas quelqu'un qui va être doué d'un mysticisme ou d'une capacité de transcendance particulière. Non, le bon musulman, c'est quelqu'un qui observe la pratique islamique à la lettre. L'islam n'est pas une orthodoxie, c'est une orthopraxie. On reconnaît le bon musulman à son accomplissement scrupuleux à la lettre des préceptes de la religion, c'est-à-dire ses 5 prières quotidiennes, ses ablutions, le pèlerinage. Il faut que l'islam soit visible dans la tenue, dans l'accoutrement. C'est aujourd'hui ça, on va dire, l'idéologie qui est devenue l'idéologie dominante en islam. Et donc, l'islam aujourd'hui est par essence politique. Et d'ailleurs, nous pouvons observer ça aujourd'hui en France, lorsque tous ces représentants, et je mets ça entre 1000 guillemets, les représentants autoproclamés du culte musulman, sont des gens qui ne cessent d'essayer d'obtenir des avantages politiques au sein de la République. Voilà, vous êtes française d'origine marocaine. À Montpellier, nous avons une très grosse communauté marocaine. Voilà. Est-ce que donc depuis pas mal de temps, il y a des demandes au niveau des permis de construire, et aujourd'hui il y a une dizaine de mosquées, dont la plus importante, elle est plutôt d'obédience salafiste. Quel est votre regard là-dessus? Je regarde ça avec énormément de désolation et de lucidité sur la finalité finalement de ces gens qui sont des communautaristes. D'abord, je suppose que derrière cette construction effrénée de mosquées, il y a évidemment beaucoup de discours victimaires. Nous, les pauvres musulmans, on n'a pas où prier, on n'a pas... Alors, j'aimerais leur rappeler à mes doubles compatriotes auxquels vous faites allusion, c'est-à-dire ceux de Montpellier, vont parler de la communauté marocaine qui vit aujourd'hui à Montpellier. J'ai envie de leur rappeler 2-3 choses. Leur rappeler d'abord qu'en tant que Français ou en tant que résidents en France, ils ont beaucoup plus de droits qu'au Maroc. C'est-à-dire, moi j'ai vécu au Maroc, je sais comment se passent les choses au Maroc. C'est un pays qui ne respecte pas la liberté d'expression. C'est un pays où si vous avez un accident de la route, c'est même pas sûr qu'une ambulance vienne vous ramasser. C'est un pays où si vous ne sortez pas votre chéquier à l'entrée d'un hôpital, on ne vous soigne pas. C'est un pays où les femmes accouchent sur les marches des hôpitaux par terre parce que elles n'ont pas de droits. C'est un pays où il n'y a pas de liberté politique, c'est un pays où il n'y a pas de liberté de pensée, pas de liberté religieuse. Demandez à tous ces gens-là qui viennent du Maroc et qui veulent construire des mosquées salafistes à Montpellier, est-ce qu'ils auraient le droit de construire une mosquée salafiste, eux, en tant qu'individus au Maroc? Non. Je parle de mosquée, je ne parle même pas d'église ou de synagogue. Même une mosquée, ils ne peuvent pas la construire au Maroc si ce n'est pas l'État qui les y autorise. Et ils viennent bénéficier de la liberté, de la démocratie ici pour revendiquer des droits communautaires. Qu'est-ce que vous pensez Emmanuel Macron cite en exemple les maires du Petit Bar, c'est un quartier de Montpellier, pour la mixité. Alors que ces mêmes femmes sont pratiquement toutes voilées. Pensez-vous qu'elles devraient s'intégrer en ôtant le voile? Le voile n'est pas un habit anodin. Le voile est un outil militant. Et dans les pays où il sévit massivement, ou dans les milieux où il sévit, c'est-à-dire par exemple dans les quartiers aujourd'hui en France où vous trouverez une majorité de femmes voilées, le voile sert d'outil de marquage visuel pour identifier les non-adhérentes à l'idéologie. C'est à ça que sert le voile. Le voile, évidemment, et lorsqu'une femme le porte, il est la preuve que c'est une militante islamiste, qu'elle est pour une vision très traditionnaliste
de l'islam et qu'elle ne vienne pas réclamer par la suite qu'on la considère comme une femme qui exerce simplement une liberté de se vêtir comme elle veut. Je suis navrée, le mot voile et le mot liberté ne peuvent pas être mis ensemble dans la même phrase. Et d'ailleurs, j'invite ces femmes à se pencher sur le triste sort, sur le sort tragique de millions, de dizaines de millions de femmes musulmanes à travers le monde qui sont contraintes par la coercition et par la force à arborer cet accoutrement sexiste. Pourquoi une génération d'adolescents est-elle insensible aux problèmes de la République comme à ses deuils, c'est-à-dire qu'ils sont plus Mahomet que républicains? Pour différentes raisons. D'abord, on ne peut pas isoler l'islamisation que connaît la société française de l'islamisation du monde entier. Aujourd'hui, la civilisation islamique, depuis les Philippines, où sévit le groupe Abu Sayyaf, jusqu'en Amérique du Nord, où il y a aussi des minorités musulmanes radicalisées, il y a une montée de l'islamisme au sein des communautés musulmanes. Et la France ne peut échapper à cette loi, à cette tendance sociologique, on va dire idéologique. Or, il s'ajoute en France le contexte français. Malheureusement, en France, ce qui s'est passé, c'est la démission des responsables de ce pays, leur lâcheté face aux islamistes, le fait qu'ils ont pensé acheter la paix sociale en distribuant des privilèges aux islamistes. Aujourd'hui, on accepte de la part des islamistes ce qu'on n'accepterait jamais de la part des autres religions dans ce pays, tout en continuant à encourager un discours victimaire de la part des islamistes qui disent qu'ils sont la dernière roue du carrosse, qui sont le parent pauvre de la République, alors qu'aujourd'hui, ils sont les seuls à qui l'on ne dit jamais non. Ce sont les seuls qui arrivent à se faire réformer la loi de 1905 rien que pour leurs beaux yeux. Et ce sont les seuls qui pratiquement arrivent à obtenir une situation quasi concordataire dans certains territoires de la République. Quel est votre regard là sur Annie Ramadan, qui en toute légalité parle en visioconférence de Genève à tout le monde, là, avec des propos qui sont parfois un peu limite. Il a dit il y a quelque temps en particulier que la femme sans voile est comme une pièce de 2 €, elle passe de main en main. Voilà ce genre de choses qu'on a pu voir. J'ai envie de lui dire qu'entre les mains de son frère, visiblement, les femmes pièces de 2 €, voilées ou pas voilées, elles sont quand même passées entre les mains de son frère Tariq. Et qu'aujourd'hui, Hani Ramadan, depuis la Suisse, il a beau jeu de dire des choses pareilles, mais personne n'est dupe. D'abord, aujourd'hui, de l'idéologie des frères. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas le fait que Hani Ramadan parle depuis la Suisse en faisant des visioconférences. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, dans les 3 projets qui sont posés sur la table de l'exécutif pour restructurer l'islam, ce qu'ils appellent eux l'islam de France, concept islam de France. Et là, je fais juste un guillemet, pour moi, il n'y a pas plus d'islam de France qu'il ne devrait y avoir de judaïsme de France ou de christianisme de France. L'islam n'est pas un culte de France, c'est un culte en France, comme le reste des cultes. Mais sur le bureau de l'exécutif, les 3 projets qui sont posés, c'est-à-dire le projet de l'association du CFCM, du Conseil français du culte musulman, le projet de l'association Les musulmans de Marwan Mohammad, ou le projet de l'association musulmane pour l'islam de France de Hakim El Karoui, Tariq Oubrou et Mohamed Bajrafil, ces 3 projets sont traversés du haut jusqu'en bas de leur organigramme par la présence de membres de l'UOIF. L'UOIF, ce sont les frères musulmans. Je rappelle que cette secte nommée frères musulmans est une secte, c'est un groupe interdit dans des pays comme les Émirats arabes unis, par exemple, qui considèrent que c'est une secte terroriste. Eh bien, en France, non seulement elle est autorisée, mais elle est devenue un interlocuteur privilégié de l'exécutif qui veut bien croire, qui en tout cas, dans sa naïveté,
fait mine de discuter avec des musulmans, alors qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils ne discutent pas avec des musulmans, ils discutent avec des islamistes militants qui ont la prétention de représenter les musulmans français. L'imam marocain de Montpellier, l'imam Khattabi. Khattabi, oui, Mohamed Khattabi, je connais ses prêches. Oui. Vous connaissez ses prêches? Oui. Vous les avez écoutés? J'ai écouté certains prêches, oui, de l'imam Mohamed Khattabi de Montpellier, qui est un compatriote marocain, n'est-ce pas? Alors, Mohamed Khattabi, c'est l'exemple que moi je cite à chaque fois pour dire à l'État français, arrêtez avec votre supercherie d'importation des imams du Maroc. Parce qu'à un moment, on est venu, on nous a dit, non, 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 on va arrêter les bêtises, maintenant on va sous-traiter l'islam, on va faire sous-traiter ça par les Marocains, comme si les Marocains étaient l'exemple de l'islam des Lumières, de l'islam éclairé. Alors qu'en réalité, les imams que le Maroc nous envoie, ce sont des imams qui ne connaissent rien à la culture française, ce sont des imams qui souvent sont là pour faire du business, puis surtout ce sont des imams qui véhiculent des valeurs anti-républicaine. Moi j'ai entendu les prêches de Khattabi, alors Khattabi sans rien dire, qui tombe sous le coup du pénal, c'est quelqu'un qui distille du poison dans ses prêches. Je l'ai entendu dire à ses ouailles par exemple, attention, l'identité c'est d'abord l'islam, avant toute autre identité, avant l'identité nationale, c'est-à-dire en somme, ce monsieur est venu du haut de sa barbe depuis le Maroc pour dire à des musulmans français, aux fidèles de la mosquée de Montpellier, attention, ne vous sentez surtout pas français, votre identité, la seule qui soit valable, la seule qui soit licite, c'est l'islam. Et bien comment voulez-vous que ces gens-là ne basculent pas dans le communautarisme et dans la violence lorsqu'ils entendent des personnes comme M. Khattabi? Parce que nous avons relevé là dernièrement, M. Khattabi a appelé à soutenir Tariq Ramadan, il a dit... il a été poussé aux aveux, c'est un penseur, c'est une personne qui rend service à l'islam. Alors, il s'est démasqué lui-même. D'abord, monsieur Khattabi, au mépris de la parole des femmes qui poursuivent monsieur Ramadan. Alors, certes, monsieur Ramadan est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé, mais il convient de prendre ses distances avec une personne pareille lorsqu'il y a quand même plusieurs femmes qui disent la même chose et lorsqu'il fait l'objet de poursuites qui sont très sérieuses et qui ont nécessité son incarcération pendant très longtemps. Même un organe, une université comme Oxford a fini par prendre ses distances avec Tariq Ramadan, justement parce qu'il y a une forte présomption qu'en effet il y ait matière à juger, à poursuivre Tariq Ramadan en justice. Alors, Khattabi défend finalement quelqu'un dont il admire les idées. Tariq Ramadan n'est pas un islamologue, contrairement à la façon dont on le présente dans les médias français. Tariq Ramadan est un prédicateur islamiste qui prêche l'islam frériste. C'est un frère musulman, donc. Sur la presse, là, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron vous inspirent quoi? Alors... Vous contrôlez un petit peu les médias en créant des structures financées par l'État pour décerner des bons points. Je vais dire une chose, si l'État souhaite aider les médias financièrement, amen, c'est très bien. Je veux dire, pour nous les médias, nous sommes tellement dans une difficulté financière que ce qui est pris n'est plus à prendre. Je le dis parce que Charb, le directeur de Charlie Hebdo, jusqu'au jour de son assassinat, il avait tapé à toutes les portes pour essayer d'avoir une subvention que nous n'avons jamais eue. Maintenant, subventionner la presse ne veut pas dire se mêler de ce qu'elle raconte, se mêler de ce qu'elle dit. On ne peut pas subventionner la vérité. Et moi, ce que je dis sur cette problématique des fake news, parce que ça fait un moment qu'on nous dit qu'il faut une loi contre les fake news, est-ce qu'on peut faire une loi contre le mensonge ? Non, moi je dis que le meilleur remède contre les fake news, c'est le journalisme d'investigation. Quand on fait en sorte de promouvoir un journalisme professionnel, de donner les moyens aux journalistes de travailler, et bien finalement, c'est la meilleure assurance que l'on puisse avoir contre les fake news. On vous a appelé un petit peu la Marianne de la liberté de la presse. Est-ce que ça vous touche? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'émeut énormément que des milliers de gens, puisque la pétition qui appelait à faire de moi le nouveau visage de Marianne a été signée par quelques milliers de personnes,
ce qui était une surprise pour moi et une grande émotion. Je suis extrêmement émue de voir que moi qui porte un prénom, un nom qui ne sont pas d'ici, qui sont d'un autre pays, eh bien les Français aient vu en moi le visage de la République et de la France grâce à ce que je défends. Et c'est là d'ailleurs que j'ai envie de dire à tous ceux qui sont dans une victimisation permanente, j'ai envie de leur dire, en réalité, le racisme à outrance, c'est le mensonge le mieux gardé de France. Souvent, j'ai entendu des gens qui ont des noms qui ressemblent aux miens se plaindre d'un racisme quotidien de chaque instant. Et je me disais, tiens, mais moi, je ne vis pas les choses comme ça. Ce n'est pas vrai. Et en fait, lorsqu'on regarde de plus près, on trouve que ces personnes qui se plaignent d'un excès de racisme, en réalité, elles souffrent d'un excès de communautarisme. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas. Je dis juste que, à mon sens, et selon mon expérience, les Français sont parmi les peuples les moins racistes au monde. Nous avons les lois antiracistes parmi les meilleures au monde. Nous avons un taux de mariage mixte qui est parmi les plus élevés au monde. Et les Français, finalement, ont tout à fait le droit de rejeter ceux qui les rejettent, qui ne veulent pas vivre avec eux. Mais lorsqu'on aime ce pays, lorsqu'on l'adopte et qu'on le respecte, eh bien on se rend compte qu'on est aussi aimé et respecté. Comment se passe une de vos journées, Zineb? Malheureusement, elles ne se passent pas toutes de la même façon. Alors, moi, je rêve parfois d'avoir une petite vie monotone où je fais tous les jours un peu la même chose. Malheureusement, je n'ai pas ce loisir. Alors, mes journées sont rythmées par le travail, par ma vie de maman aussi, mais surtout structurées et très encadrées par la protection policière. C'est-à-dire pas un déplacement ne se fait sans qu'il y ait des messieurs armés qui en prennent la charge, voilà, et qui l'organisent et qui veillent à ce que tout se passe bien. Et pourquoi avoir quitté Charlie? C'est l'esprit qui a disparu? Alors, l'esprit Charlie, je l'espère, ne disparaîtra jamais, en dépit des personnes. Parce que l'esprit Charlie, finalement, est antérieur à l'équipe de Charlie. Il lui survivra, j'espère. C'est un esprit français. Et c'est un esprit qui, je l'espère, survivra aux balles, aux crises financières et à tout ce qui peut tuer un organe de presse. Malheureusement, les attentats de Charlie Hebdo ont tué des confrères qui étaient extrêmement importants, qui étaient pour certains parmi les meilleurs dessinateurs de France, qui étaient des symboles de la culture française. Mais l'esprit Charlie leur a survécu. Moi, je suis partie pour des raisons qui sont d'ordre public, qui sont des raisons de différends avec les personnes qui ont pris la direction de Charlie après les attentats. Donc, je ne suis plus Charlie Hebdo, l'entreprise, je n'en fais plus partie. J'ai officiellement démissionné en janvier 2017, comme si j'avais cessé d'écrire dans le journal depuis longtemps. Mais je suis toujours Charlie, l'esprit Charlie, et je le serai toujours, évidemment. Avez-vous lu le livre d'Emmanuel Todd, La France de Charlie? Malheureusement, je ne l'ai pas lu, non. Donc voilà. je ne pourrais pas en parler. Il prend ses distances par rapport aux manifestants du 11 janvier, il en a fait un livre. Mais il prend ses distances sur la posture de ces gens ou sur ce qui s'est passé après la manifestation? Il dit que ça concerne essentiellement une partie de la France. Si c'est une partie de la France, moi je dirais que c'était quand même quelques millions de personnes. Donc par exemple, lorsqu'on voit aujourd'hui une grande mobilisation comme celle des Gilets jaunes, qui mobilise énormément de monde de semaine en semaine, eh bien ce n'est rien, c'est une fraction de la mobilisation de la journée du 11 janvier. Et en fait, les gens qui ont défilé le 11 janvier n'étaient pas forcément des lecteurs de Charlie, n'étaient pas forcément des gens qui auraient approuvé la ligne éditoriale de Charlie. C'était simplement des gens qui témoignaient le refus catégorique de voir les questions de liberté d'expression se régler de cette façon-là en France. Les Français qui ont défilé le 11 janvier, je le rappelle, étaient quand même un peuple français profondément meurtri, triste après les attentats de janvier, mais aussi un peuple responsable. Pas une affiche raciste n'a été brandie, pas une tentative de règlement de compte un peu communautaire.
ne s'est produite. Et malgré ça, on bassine les Français à chaque fois avec le pas d'amalgame, alors que les Français ne sont pas un peuple qui fait l'amalgame, c'est un peuple intelligent qui fait la part des choses. Que pensez-vous des Gilets jaunes? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une masse de gilets jaunes monolithiques. Moi, personnellement, les gilets jaunes que j'ai vus, c'est-à-dire ceux que j'ai vus de mes yeux, pouvaient être très différents d'un groupe à l'autre. On pouvait passer d'un groupe extrêmement... c'est-à-dire pour lequel on ressentait immédiatement un élan de sympathie. Ce sont notamment des groupes de gilets jaunes qui étaient mixtes en termes de genre, où je voyais du personnel soignant, des femmes, des gens qui avaient des revendications précises, qui s'adressaient à l'administration, qui parlaient de leurs conditions, de la qualité du service public, et on ne peut que soutenir évidemment un élan pareil. Et puis il y avait d'autres groupes de gilets jaunes qui étaient, notamment dans le quartier où je vis à Paris, qui étaient des casseurs, des pillards. Alors, je sais qu'ils ne représentent pas les gilets jaunes, malheureusement. Le problème des Gilets jaunes, c'est justement ce problème de représentation. Pour avoir fait le printemps arabe, j'ai pu voir dans ce mouvement-là, dès le début, quelque chose qui ressemble à ce qui s'est produit pendant le printemps arabe. C'est-à-dire pas de hiérarchie pyramidale, pas de représentation, une espèce de quelque chose de très romantique finalement. Sauf que pour avoir quelques années d'avance sur les Gilets jaunes, pour avoir vu échouer le printemps arabe politiquement, je pense qu'il faut que les Gilets jaunes se structurent et qu'ils cisèlent, qu'ils précisent un peu plus leurs revendications politiques, sinon ils ne seront jamais considérés comme un interlocuteur politique par l'État. Une autre question là, qui revient, là. Que faire des prisonniers kurdes? Les juger? Doivent-ils revenir en France? Sachant que beaucoup des gens qui ont fait des attentats en France revenaient de Syrie. Quel est votre regard là-dessus? Alors, les prisonniers djihadistes français chez les Kurdes, nous n'avons pas de choix juridiquement que de les récupérer puisqu'ils ont un statut international qui est un statut de prisonniers de guerre. Nous sommes un protagoniste de cette guerre, ce sont nos prisonniers de guerre, nous sommes obligés de les récupérer. Les Kurdes ne sont pas un État, ils ne peuvent pas les juger. Les Kurdes d'ailleurs sont des gens à qui ce sont des gens qu'on a abandonnés, on les abandonne à une très certaine vindicte turque. On ne peut pas en plus leur dire de s'occuper à notre place de ces djihadistes-là. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que lorsque nous récupérons ces 130 personnes, il se trouve en France des gens qui vont vous dire « bon, ben, on les reçoit ». On va essayer de savoir si elles ont fait. Alors, si on trouve un truc manifeste, on va les juger. Sinon, on va les libérer au bout de quelques mois, à défaut de preuves. Ça, c'est extrêmement dangereux. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que personne en France ne parle de la nécessité qu'il y ait un tribunal pénal international sur les crimes qui se sont passés en État islamique? Ce sont des crimes que la justice française n'est pas habilitée à juger, encore moins sur son sol, sans preuve, sans victime, sans témoin. Il faut un tribunal pénal international. Et il faut au moins que lorsque ces gens-là arrivent en France, qu'on ne les juge pas comme si c'était des gens qui ont commis un crime de droit commun. Évidemment que toutes les bonnes femmes, toutes les djihadistes femmes vont vous dire « Ah non, moi je faisais rien, moi je ne faisais que la cuisine ». Vous aurez évidemment des djihadistes dangereux qui vous diront « Non, mais moi je m'occupais de la santé, de l'intendance, j'ai jamais vu d'assassinat ». Ces gens mentent. Ces gens, lorsqu'ils ont rejoint l'État islamique, ils ont rejoint l'État islamique après l'annonce par l'État islamique de la volonté de commettre un génocide contre les Yazidis et les chrétiens d'Orient. Donc ils sont allés s'associer à un projet génocidaire. Ils sont donc, du point de vue du droit français et du droit international, complices de crimes contre l'humanité. Et c'est à ce titre-là qu'ils doivent être accueillis par la justice française et non pas au titre de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont cuisiné ou est-ce qu'ils ont eux-mêmes commis des crimes? Non. Ils sont de toute façon complices de crimes contre l'humanité. Ils sont allés là-bas en connaissance de cause et il faut qu'ils soient accueillis comme tels et qu'un jour il y ait un tribunal pénal international aussi pour rendre justice aux victimes. Pensez à l'enfant yazidi, pensez à la femme qui a été vendue comme esclave, à ceux dont on a égorgé les maris, à tous ceux qu'on a jetés du haut d'une tour. Et bien évidemment que les 130 djihadistes que nous allons récupérer là, ce sont des complices de ces crimes-là. Qui rendra justice aux victimes? Il faut que justice soit rendue et ça, seul un tribunal pénal international pourra le faire.
Et les 30 djihadistes là, qui doivent sortir de prison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La doctrine de l'État français sur ces questions-là n'est pas bonne. N'est pas bonne. Tant que nous continuerons à considérer que le djihadisme est un crime de droit commun, nous ne sortirons pas de l'auberge. Je vais préciser ma pensée. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, il fallait qu'il y ait justice sur les crimes commis par les nazis et qu'il y ait une dénazification de l'Europe. À l'époque, les nazis n'ont pas été jugés comme des criminels de droit commun. On ne s'est pas dit on va regarder les nazis qui ont du sang sur les mains et puis d'autres qui n'ont rien fait et on va les réhabiliter, on va les considérer comme des citoyens normaux. Parce que c'est à peu près ça qui est en train de se faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de juger des gens pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Mais il s'agit quand même de faire porter le chapeau, faire porter la responsabilité morale de ces crimes à des gens qui partagent, qui défendent et qui se battent et qui ont rejoint cette idéologie. Dans le cas des djihadistes, par exemple, je ne comprends pas que ces gens-là ne soient pas au moins frappés d'indignité nationale, puisque ce sont des traîtres à la nation, ce sont des gens qui ont tourné les armes contre leur patrie, n'est-ce pas? Donc il faudrait au moins les frapper d'indignité nationale et il faudrait aussi envisager de les juger pour complicité avec crimes contre l'humanité et appartenance à une idéologie génocidaire. Sinon, si on les juge comme des criminels de droit commun, ça ne va pas être possible. Quand on a voulu dénazifier l'Europe, on a jugé les nazis qui ont commis des crimes, évidemment, mais on a aussi interdit la littérature nazie. On a aussi interdit les événements, entre guillemets, pacifiques qui prônaient l'idéologie nazie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas interdire les réseaux sociaux. La propagande de Daesh, ça continue, je suppose. Alors évidemment, on ne peut pas interdire les réseaux sociaux, mais on peut... Vous suivez ça? Mais bien sûr, je suis ça. Je suis ça et je me pose beaucoup de questions. C'est-à-dire, je me dis, comment peut-on dire que nous mobilisons autant de moyens à lutter contre cette idéologie si l'on n'est même pas capable de juguler l'impact de cette idéologie-là sur les réseaux sociaux? Je vous donne un exemple. Prenez par exemple les contenus pédophiles. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas, personne ne peut faire un hashtag sur Twitter, hashtag j'aime coucher avec les enfants de 3 ans. Ce n'est pas possible. Twitter ne le permettra pas. Par contre, faire un hashtag il faut tuer Zineb El Razoui pour venger le prophète, ça peut rester une semaine. D'ailleurs, ce hashtag-là contre moi a été enlevé sur intervention de Fleur Pellerin auprès des représentants de Twitter France. Donc, nous avons les moyens techniques en réalité pour lutter contre cette idéologie. Il faudrait simplement que l'on change de doctrine et que l'on cesse de considérer que les contenus djihadistes relèvent de la liberté d'expression. Dire par exemple que l'on aime pratiquer la pédophilie, en aucun cas ne peut relever de la liberté d'expression. Dire que l'on appelle à tuer une personne ou un groupe de personnes, en aucun cas ne peut relever de la liberté d'expression. Nous avons les moyens de traquer ces contenus-là sur les réseaux sociaux et nous avons aussi les moyens de traquer ces contenus-là dans les mosquées. Et ce que j'ai dit sur ces news qui m'a valu des menaces de mort en décembre, je le redis à votre micro, oui, il faut que l'islam se soumette aux lois de la République, il faut que l'islam respecte la loi, il faut que l'islam soit logé à la même enseigne que les autres religions. C'est-à-dire, par exemple, quand on sait que les processions catholiques ont été interdites en France, on se demande à quel titre les prières de rue sont tolérées. Donc, moi, j'entends plutôt du discours victimaire de la part des musulmans, mais il se trouve qu'ils ont des privilèges, ils ont des passe-droits que les autres religions n'ont pas. Et aujourd'hui... Ils ont quoi comme passe-droit? Par exemple, prier dans la rue, on tolère ça. Par exemple, vous trouverez dans une infinité de municipalités françaises des passe-droits, des terrains, par exemple, votés à 1 € symbolique pour que les musulmans puissent construire une mosquée. Tout le monde a entendu parler de l'adage une mosquée, 3 mandats. Voilà, c'est-à-dire il y a une doctrine, une position par rapport à l'islam qui est une position en réalité néfaste, qui ne peut générer que du communautarisme, qui consiste à dire, en fait, laissons les musulmans dans leur merde, laissons-les dans leur idéologie rétrograde, tout ce qu'on leur demande c'est de ne pas faire de terrorisme, encourageons le communautarisme. Ça c'est quelque chose qui est proprement insupportable. Il est temps que la France
traite véritablement les musulmans comme les autres, qu'elle considère que l'université c'est pour eux, que la laïcité c'est aussi pour eux, que la liberté c'est aussi pour eux, plutôt, et que l'esprit des Lumières et que Voltaire c'est aussi pour les musulmans. Or aujourd'hui, on tolère pour eux ce qu'on ne tolère pas pour soi, et on se dit, on va leur construire une mosquée, les radicaliser, les communautariser davantage, juste pour avoir la paix. Oui, Zineb, donc qu'est-ce qui a changé l'élection d'Emmanuel Macron sur ces sujets? Absolument rien pour l'instant. Absolument rien pour l'instant. En effet, on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire que nous sommes toujours en France dans une espèce d'inconscience par rapport à ces questions-là. Et je dirais même que les seuls changements que nous observons pour l'instant sont des changements plutôt inquiétants. Tous les défenseurs de la loi de 1905 en France observent avec énormément d'inquiétude les consultations qui ont cours actuellement pour réformer la loi. Et nous ne trouvons pas ça normal que ce soit les représentants des cultes, les cultes qui d'ailleurs ne doivent pas être reconnus par la République en vertu de l'article 2 de la loi de 1905, que ce soit eux qui viennent s'exprimer sur la réforme de la loi de 1905. Ils sont jugés partis, enfin. Et puis, les projets auxquels j'ai fait référence précédemment au cours de cette interview, c'est-à-dire les 3 projets d'association pour représenter, entre guillemets, l'histoire, le concept islam de France, c'est quelque chose d'extrêmement néfaste, parce que ça risque de communautariser davantage les musulmans. Ça nuit d'abord à la liberté de conscience des musulmans qui ne souhaitent pas être uniquement perçus comme tels, qui veulent d'abord être perçus comme des citoyens français comme les autres. Et puis surtout, ça introduit le loup dans la bergerie. Ça donne une espèce de légitimité, de crédibilité, de représentation à des types qui sont en réalité des militants du projet islamiste. Dernière question, est-ce que vous participerez au grand débat national? Si j'ai été invitée, oui, je participerai. Et d'ailleurs, je participe d'une façon ou d'une autre à travers tous les réseaux associatifs militants au sein desquels je m'active et qui essayent de faire exister les questions liées à la laïcité, à la protection de l'universalisme à la française, à la lutte contre la montée de l'islamisme en France et la montée des communautarismes. On essaye de faire en sorte que ces questions-là soient présentes parce que, et là je réponds aussi à la question que vous me posez sur les gilets jaunes. Moi je pense que dans une société, les revendications sociales sont fondamentales, mais comme je l'ai dit un jour sur un plateau télé, nous ne sommes pas des tubes digestifs, nous ne sommes pas des êtres qui se contentent de remplir leur assiette, nous sommes des Français, nous avons la chance d'être dans une nation civilisée et nous avons le droit d'aspirer à plus que de remplir notre caddie. Nous voulons aussi la nourriture intellectuelle, nous voulons de la culture, nous voulons des droits, de la dignité, nous voulons aussi être acteurs du modèle de la société, du modèle de société dans lequel nous voulons vivre. Très bien, Zineb, je vous remercie. Merci à vous.